que tu sais, le cabaret, bon, j'y ai passé la moitié de ma vie, hein, on peut dire. Hein. Et si tout ce que nous croyons savoir sur la mort de Biouna était faux, et que le silence qu'elle a laissé derrière elle cachait en réalité une vérité trop lourde pour être dite, pourquoi, dans ces toutes dernières heures, a-t-elle demandé qu'on n'entre plus dans sa chambre, comme si quelqu'un d'autre devait parler à sa place? Ce soir, pour la première fois, son mari brise le mur de secret qu'elle avait soigneusement construit, et rien de ce que vous allez entendre n'aurait dû sortir de l'ombre. Biouna. Son mari révèle ce que personne n'a osé dire à propos de sa triste mort. Mais comment une femme capable d'embraser deux rives en un seul regard a-t-elle pu finir dans un silence aussi lourd? Pour comprendre, il faut revenir au moment où Biouna régnait sur Alger, portée par une ascension fulgurante qui allait faire d'elle une légende vivante, de ses premiers chœurs avec Fadela Diria jusqu'à son triomphe éclatant dans la Grande Maison, puis au Copacabana où, à 19 ans à peine, elle devenait déjà une icône que tout le monde croyait invincible. Mais que restait-il vraiment derrière cette femme solaire que tout un peuple croyait connaître par cœur? Cette question, longtemps murmurée, devient vertigineuse lorsque son mari accepte enfin de lever le voile sur ce que Biouna n'avait jamais osé formuler à voix haute. Car si le monde applaudissait son audace, sa liberté, sa façon de transformer chaque scène en un espace où la douleur se travestissait en éclats de rire, lui seul savait ce que ces mêmes éclats cachaient lorsque les rideaux se refermaient. Il raconte qu'à mesure que les années avançaient, il voyait se fissurer une façade que personne d'autre n'aurait pu soupçonner. Une fragilité profonde, patiemment dissimulée sous le vernis de la légende. Et c'est dans cette fissure, dans cette ligne presque invisible qui sépare le personnage de la femme, que commence la vérité que beaucoup avaient manqué. Il se souvient d'une soirée, à l'époque où la Grande Maison venait de faire d'elle un nom que l'on prononçait dans tous les cafés d'Alger. Ce soir-là, raconte-t-il, Biouna est rentrée plus silencieuse que d'habitude. Elle avait passé des heures à faire rire une salle entière. Son énergie débordante s'était imposée comme une évidence. Mais à peine la porte de l'appartement refermée, il avait vu son visage se transformer, comme si le poids de la lumière venait de retomber d'un seul coup sur ses épaules. Elle s'était assise sans un mot, le regard perdu, puis elle avait murmuré quelque chose qu'il n'a jamais oublié. « On pense que je suis forte. Mais parfois, j'aimerais qu'on me laisse le droit d'être fatigué. » Cette phrase, dit-il, a été la première fois où il a entrevu une part de sa vérité. L'idée que la force qu'on lui attribuait n'était peut-être qu'un refuge fragile, un costume qu'elle enfilait pour survivre. Avec les années, cette vérité s'est faite plus insistante. Derrière chaque tournage, chaque spectacle, chaque album, derrière chaque instant où elle semblait rayonner, un autre mouvement se jouait, discret, presque imperceptible. Celui d'une femme qui tentait de tenir debout malgré une fatigue grandissante. Son mari raconte comment, alors même qu'elle enchaînait les projets, elle évitait de regarder son reflet dans les loges, comme si l'image renvoyée lui rappelait qu'elle avançait trop vite pour son propre cœur. Il se rappelle des nuits où elle se réveillait en sursaut, prise d'une angoisse qu'elle ne parvenait pas à nommer, errant dans le salon comme une âme en quête d'un calme impossible. Il l'entend encore répéter d'une voix presque brisée « Je n'ai pas peur de vieillir, j'ai peur de décevoir ». Ce mot « décevoir » revenait souvent, bien plus souvent que le public ne l'aurait imaginé. Car ce qu'on ne voyait pas, c'est que derrière l'assurance flamboyante de Biouna, il y avait une exigence féroce, presque douloureuse envers elle-même. Elle voulait être digne de ce que les gens attendaient d'elle, mais elle savait aussi que cette attente devenait parfois un piège. Elle, que l'on croyait insoumise, se sentait prisonnière de son propre éclat. Et son mari confie qu'il l'a vue, plus d'une fois, cacher des larmes juste avant de monter sur scène, puis sourire de toutes ses forces une seconde plus tard, comme si rien ne pouvait la briser. Pourtant, quelque chose la brisait, lentement. Un épisode en particulier a marqué le début d'une transformation qu'elle-même n'osait pas nommer. Il raconte qu'un soir, en rentrant chez eux, la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Rien n'avait été volé. Tout était en place. Seul un petit papier avait été posé sur la table du salon, une phrase écrite à la hâte en arabe « Reste à ta place ». Biouna avait pris le papier, l'avait déchiré, puis avait souri, un sourire crispé, presque douloureux. « Ce n'est rien », avait-elle dit, mais cette nuit-là,
Elle avait vérifié 3 fois les verrous avant de dormir. À partir de ce moment, quelque chose s'était installé en elle. Un doute, une forme de méfiance qu'elle n'avait jamais vraiment exprimée, même à lui. Le monde l'acclamait, mais le monde pouvait aussi être cruel. Et peut-être que cette cruauté avait réveillé une blessure plus ancienne, une blessure que personne n'avait encore comprise. Car sous ses rires, ses coups d'éclat, sa présence magnétique, se cachait une solitude ancienne, presque intime. Son mari confie que même entourée, elle avait parfois l'air d'être ailleurs, comme si une partie d'elle restait en retrait, inaccessible. Il se souvient d'une phrase qu'elle lui avait dite un jour où elle préparait un spectacle. « J'ai appris à rire pour me protéger. Le rire, c'est ma cuirasse. Sans ça, je suis nu. » Et il ajoute qu'en entendant ces mots, il avait compris à quel point elle avait dû se battre. Non seulement contre les critiques ou les pressions médiatiques, mais aussi contre elle-même, contre une hypersensibilité qu'elle transformait en art pour ne pas être dévorée par elle. Lorsque les premiers signes de maladie sont apparus, elle a tout fait pour les cacher. Non pas par orgueil, dit-il, mais par peur d'être vue autrement que comme la femme forte que tout le monde admirait. Elle refusait que l'on remarque son souffle court, ses moments de fatigue, ses hésitations. Elle refusait que son corps trahisse ce que son âme tentait encore de cacher. Et lui, impuissant, voyait la lutte intérieure s'intensifier. Elle disait « Je veux qu'on se souvienne de moi debout. Pas affaibli, pas diminué. » C'était moins une peur de la mort qu'une peur du regard des autres. Ce regard qui, toute sa vie, avait été à la fois son moteur et son fardeau. Il raconte aussi les jours où elle s'enfermait dans son bureau, écrivant, puis déchirant des pages entières. Parfois, il retrouvait des morceaux de phrases abandonnées, des débuts de confessions qu'elle n'avait pas eu la force ou le courage d'assumer. Des mots comme fatigue, blessure, solitude, paix revenaient souvent. Elle semblait chercher une vérité qui lui échappait, un apaisement qu'elle n'avait jamais vraiment trouvé dans la lumière. Elle avait donné tant d'elle-même, année après année, que lorsqu'elle s'arrêtait enfin pour respirer, il ne restait parfois qu'un vide immense, un vertige que personne d'autre ne voyait. Et c'est dans ce vide que son mari a fini par comprendre l'ampleur de ce qu'elle portait. Un poids invisible, accumulé au fil du temps, un mélange de crises silencieuses et de douleurs tues, une lassitude profonde que la scène ne parvenait plus à dissiper. Il confie d'une voix chargée d'émotions qu'il a souvent eu peur que le rire qu'elle offrait au monde soit trop lourd pour elle seule. « On croyait qu'elle riait pour nous, dit-il, mais souvent, elle riait pour ne pas sombrer. » Cette phrase, simple et bouleversante, révèle d'un coup la femme derrière l'icône, celle que le public n'a jamais totalement vue. Et alors que la maladie avançait, elle s'est retrouvée face à une vérité qu'elle ne pouvait plus esquiver. Elle avait passé sa vie à donner, mais rarement à demander. Elle avait fait rire des générations entières, mais peu savaient qu'elle pleurait parfois seule, dans le silence d'une nuit trop longue. Son mari raconte que même dans ces moments-là, elle trouvait encore la force de dire « Ce n'est rien, demain ça ira », comme si l'espoir devait toujours l'emporter sur la douleur. Mais il savait, lui, qu'à force de repousser ses propres limites, elle en avait oublié de se protéger. C'est cette vérité-là, dit-il, que personne n'avait osé dire avant aujourd'hui. Une vérité qu'elle a cachée autant qu'elle s'est cachée elle-même, par pudeur, par peur, ou peut-être par amour pour un public qu'elle ne voulait jamais inquiéter. Et c'est cette même vérité qui peu à peu l'a conduite à ce silence final. Un silence qu'elle n'a pas choisi par faiblesse, mais par lucidité, comme si elle avait enfin compris que sa dernière scène, pour être digne d'elle, devait être délivrée de tout artifice. Mais ce que son mari n'avait pas encore révélé, c'est le moment où tout a réellement basculé. L'instant précis où Biyuna a cessé de lutter contre ce qu'elle ressentait pour enfin l'accepter. Ce tournant, il le décrit avec une émotion qui ne quitte jamais sa voix, comme s'il revivait chaque seconde. Une nuit d'automne, quelques semaines avant son hospitalisation, alors que le vent balayait les balcons d'El Madania et que la ville semblait retenir son souffle. Ce soir-là, elle s'est assise face à lui, sans maquillage, sans sourire, sans cette énergie qu'elle assumait comme un devoir. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux, eux, étaient étrangement clairs, comme si un voile venait de se lever. Elle lui a dit « Je ne peux plus mentir, ni au public, ni à toi, ni à moi-même. J'ai besoin de disparaître un moment, de me retrouver, de respirer autrement. » Ce n'était pas une rupture, ni un adieu. C'était une confession rare, presque sacrée, qui annonçait un changement profond,
Un renoncement à cette course contre elle-même qui l'avait tenue debout pendant tant d'années. Il raconte qu'à cet instant-là, il a compris qu'elle venait de prendre la décision la plus difficile de sa vie. Se retirer, non par fatigue physique seulement, mais pour mettre enfin un terme à cette bataille intérieure qu'elle ne parvenait plus à maîtriser. Elle ne voulait plus être cette figure inébranlable qu'on attendait d'elle, cette femme indomptable, capable d'allumer un théâtre entier d'un simple geste. Elle voulait être une femme qui respire, une femme qui souffre, une femme qui cherche sa place sans avoir à jouer un rôle pour la mériter. Ce désir de vérité était nouveau, presque inquiétant, mais terriblement sincère. Et il l'a accompagnée dans cette transition avec un respect presque silencieux, comprenant que l'aimer vraiment, c'était aussi l'aider à se libérer de l'image qu'elle portait comme une armure. Les jours qui ont suivi cette révélation ont été marqués par une étrange accalmie. Biouna passait plus de temps à marcher dans l'appartement, à contempler Alger depuis la fenêtre, à écouter les vieilles chansons qu'elle aimait avant même d'être connue. Parfois, elle s'asseyait avec un carnet, notait quelques lignes, puis les arrachait aussitôt, comme si les mots lui résistaient encore. Elle disait « Je veux dire la vérité », mais la vérité fait peur. Pourtant, quelque chose en elle s'adoucissait. Son mari décrit une sorte de lumière différente dans son regard, non pas celle de la scène, mais celle d'une femme qui se rapproche de ce qui est essentiel, qui se tient plus près d'elle-même que jamais. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne riait plus pour masquer ses émotions. Elle pleurait parfois, doucement, sans honte, comme si chaque larme l'allégeait un peu plus. Mais cette quête intérieure avait un prix. Sa santé s'est détériorée plus vite qu'elle ne l'admettait. Elle se fatiguait en montant les escaliers, s'essoufflait après quelques phrases, devait s'allonger plusieurs fois par jour. Son mari raconte qu'une nuit, alors qu'elle tentait de reprendre son souffle, elle lui a dit « Je ne veux pas qu'on me voie comme ça. Je veux choisir ma dernière image. » Ces mots, douloureux et lumineux à la fois, scellaient son choix. Elle ne reviendrait plus sous les projecteurs. Elle ne donnerait plus d'interviews. Elle ne se battrait plus contre le temps. Elle voulait que sa sortie du monde public soit un acte d'élégance, un geste maîtrisé, un dernier souffle assumé. C'était sa manière de rester fidèle à elle-même jusqu'au bout. Son mari confie que ce choix n'était pas une défaite, mais un acte de courage. Il dit qu'il l'a vue retrouver une forme de paix en l'annonçant, comme si cette décision lui rendait une liberté qu'elle avait perdue depuis longtemps. Pourtant, une ombre persistait, cette peur qu'il ne comprenne pas, qu'il souffre de son éloignement progressif. Alors elle s'efforçait de lui sourire, de continuer à parler de projets, même s'ils ne se réaliseraient en jamais. Elle disait « Je veux que tu vives, même quand je ne serai plus là, pour t'aider à rire. » Cette phrase l'a marqué à jamais. Il y entendait non pas une résignation, mais un acte d'amour absolu, un don de soi dans ses derniers instants de lucidité. Et puis est venue ce soir où elle a demandé à préparer elle-même un petit sac, celui qu'elle apporterait à l'hôpital quelques jours plus tard. Elle y a glissé peu de choses, un carnet, un stylo, une photo en noir et blanc d'elle jeune et un pendentif ancien qu'elle avait gardé depuis son adolescence. Son mari lui a demandé pourquoi ce pendentif en particulier. Elle a répondu « Parce qu'il contient une vérité que je n'ai jamais su dire. Peut-être qu'un jour, quelqu'un la comprendra mieux que moi. » Il n'a pas insisté, comprenant que derrière ces mots se cachait une blessure dont il n'avait pas la clé. Mais il savait que ce geste n'était pas anodin. C'était un signe, peut-être une balise, pour quelqu'un qui viendrait après elle. Lorsqu'elle a finalement été hospitalisée à Beni Messous, quelque chose a changé dans son attitude. Elle n'était plus en résistance. Elle semblait accepter que la vie se retire peu à peu d'elle, avec une sérénité qui surprenait même les infirmières. Certaines décrivèrent sa présence comme celle d'une femme qui avait fait la paix avec son passé. D'autres disaient qu'il y avait dans son regard une clarté presque troublante, comme si elle voyait plus loin que tout le monde. Son mari raconte qu'elle avait demandé à ce que les visites soient limitées, à ce que le silence règne dans la chambre, à ce que la lumière soit douce. Elle voulait une atmosphère où elle pourrait entendre ses propres pensées, où elle pourrait affronter ce qu'elle avait trop longtemps repoussé. Et c'est dans ce silence que la vérité est remontée comme une vague irrésistible. Une nuit, alors qu'il était assis à son chevet, elle a pris sa main et lui a dit d'une voix presque éteinte « Tu sais, j'ai construit ma vie sur un rire qui ne m'appartenait pas toujours. » Ces mots, simples mais bouleversants, contenaient toute la confession qu'elle n'avait jamais faite. Elle ajouta « Le monde croyait que j'étais forte parce que je savais rire fort.
mais dans chaque rire, il y avait une fissure, et personne ne l'a vue. Lui, au bord des larmes, voulait répondre, mais elle poursuivit. « Si je pouvais recommencer, j'aurais appris à laisser quelqu'un entrer dans cette fissure. Mais j'ai eu peur. Peur de ne pas être assez. » Ses aveux furent à le sommet de sa vulnérabilité, et peut-être la plus grande preuve de confiance qu'elle lui ait jamais donnée. Elle n'avait jamais parlé ainsi auparavant, jamais admis que son humour n'était pas seulement un talent, mais une barrière, une défense, parfois même une blessure en soi. Ce soir-là, il a compris que ce qu'elle cachait n'était pas un secret honteux, ni un événement particulier, mais une vérité universelle, celle d'une femme qui a vécu à la basse hauteur des attentes des autres, mais rarement à la hauteur des siennes. Une femme qui a porté la joie comme une responsabilité, au point d'en oublier de se laisser porter par elle. Une femme qui, malgré toute sa lumière, avait longtemps marché dans l'ombre de ses propres doutes. Le lendemain, lorsqu'il revint à l'hôpital, elle dormait profondément. Elle ne s'est presque plus réveillée. Son souffle devenait plus lent, plus fragile, comme si chaque respiration était une feuille qui se détachait d'un arbre. C'est dans ces derniers instants qu'elle prit sa dernière décision. Une décision silencieuse, intime, presque invisible, qui allait pourtant bouleverser ceux qui l'avaient reconnue et aimée. Elle demanda qu'on laisse, sur la table de nuit, un petit carnet et une enveloppe crème. Puis, elle glissa sous son oreiller le pendentif ancien qu'elle avait emporté avec elle. Son mari, sans comprendre encore la portée de ses gestes, respecta sa volonté. Ce n'est que plus tard, après son départ, que ces objets dévoileraient leur sens. Mais déjà, dans la douceur tragique de ces derniers jours, il percevait que quelque chose en elle s'était transformé, comme si elle s'était enfin autorisée à être simplement humaine, vulnérable, aimante, blessée. Une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, n'était plus en train de se battre contre son histoire, mais de la reconnaître, de l'accepter, peut-être même de lui pardonner. Ce geste intérieur, discret et immense à la fois, fut son dernier acte de liberté, et le début de la vérité que son mari s'apprêtait à révéler au monde. Mais ce que personne ne savait alors, c'est que dans ces heures suspendues où le temps semblait se dissoudre autour d'elle, une transformation profonde s'opérait en silence. Comme si, au seuil de son dernier voyage, Biyuna retrouvait enfin une part d'elle-même qu'elle avait trop longtemps tenue dans l'ombre. Son mari raconte que malgré la fatigue qui la gagnait, il y avait dans son regard une douceur nouvelle, presque inattendue, une forme d'apaisement qui contrastait avec les tourments qu'elle avait longtemps dissimulés. Elle semblait entrer dans une phase de réconciliation intérieure, non seulement avec ses propres blessures, mais aussi avec ce qu'elle avait été, ce qu'elle avait donné, et ce qu'elle n'avait jamais osé dire. « J'ai fait ce que j'ai pu », lui murmura-t-elle un matin, « et maintenant, je veux juste me reposer. Pas du monde, de moi-même. » Cette phrase, simple mais lumineuse, fut le premier signe de cette renaissance fragile, une renaissance qui prenait la forme d'un lâcher-prise plutôt que d'un combat. Il se souvient d'un moment particulièrement poignant, quelques jours avant qu'elle ne s'éteigne. Il lui tenait la main, pensant qu'elle dormait, lorsque soudain, elle ouvrit les yeux et fixa un point invisible, comme si elle apercevait quelque chose que lui ne pouvait pas voir. « Tu sais, » dit-elle d'une voix presque imperceptible, « j'ai longtemps cru que la vie était une scène, qu'on devait y jouer sans jamais s'arrêter. Mais je comprends maintenant que la vraie scène, la seule qui compte, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Et celle-là, personne ne la voit vraiment. » Ces mots, empreints d'une sagesse nouvelle, résonnèrent en lui comme un testament intime. C'était la première fois qu'elle parlait ainsi, sans humour, sans détour, sans la volonté d'impressionner ou de protéger quiconque. Elle parlait d'elle-même avec une clarté désarmante, comme si la douleur avait soudain ouvert une porte secrète vers sa propre vérité. Il raconte aussi que dans ces journées de demi-silence, elle semblait renouer avec une forme de gratitude profonde. Parfois, elle demandait qu'on ouvre légèrement la fenêtre, juste pour sentir l'air d'Alger glisser sur son visage. Elle fermait les yeux, respirait lentement, et disait « On oublie souvent, comme la vie est simple quand on la laisse venir, sans la forcer. » D'autres fois, elle écoutait les chansons anciennes qu'elle avait aimées dans sa jeunesse, et il voyait ses lèvres esquisser un sourire, non pas le sourire public, éclatant, presque théâtral qu'on lui connaissait, mais un sourire intime, fragile, qui semblait se construire à partir de l'intérieur. Il dit qu'il avait l'impression de revoir la jeune Baya Bouzar, celle qui chantait dans les ruelles de Bellecour avant de devenir Biyuna, cet enfant qui portait déjà en elle un mélange de force et de vulnérabilité. Comme si,
Au crépuscule de son existence, elle revenait doucement vers son point de départ. Elle parlait de plus en plus souvent du temps, non pas comme une menace, mais comme un compagnon discret qu'elle avait trop longtemps ignoré. « Quand on vieillit, murmura-t-elle un après-midi, on comprend que le vrai courage n'est pas de tenir debout plus longtemps que les autres, mais de savoir quand il est temps de poser les armes. J'ai passé ma vie à courir après quelque chose qui ne m'appartenait pas toujours. Maintenant, je veux juste marcher doucement. » Son mari avoue que ces mots l'ont bouleversée, car ils confirmaient ce qu'il pressentait. Elle n'était plus dans la résistance. Elle était dans l'acceptation. Une acceptation qui ne ressemblait ni à une capitulation ni à une perte, mais à un retour à l'essentiel, à une vérité qu'elle avait longtemps cherchée sans la trouver. Parfois, elle lui demandait de s'asseoir près d'elle sans parler. Elle observait la lumière du matin glisser sur les murs de la chambre d'hôpital, et il voyait dans ses traits une paix inattendue, comme si elle apprenait enfin à exister dans le silence qu'elle avait tant redouté. Elle, qui avait fui les moments de vide, semblait maintenant les accueillir comme un refuge. « C'est étrange, lui dit-elle un soir. J'ai passé tant d'années à essayer d'être forte, à vouloir tout porter. Et maintenant je découvre que c'est dans la fragilité que je respire le mieux. » Cette confession, d'une beauté presque brutale, révélait le chemin intérieur qu'elle parcourait. Un chemin de dépouillement, où il ne restait que ce qui était vrai. Elle évoquait aussi la possibilité du pardon, un mot qu'elle utilisait rarement. Non pas le pardon envers les autres seulement, mais celui qu'elle devait se donner à elle-même. « J'ai été dure avec moi, admit-elle. J'ai cru que je devais toujours mériter l'amour du public. Mais je crois que l'amour ne se mérite pas. Il se reçoit. Et je l'ai reçu, même si je ne savais pas toujours comment le reconnaître. » Cette phrase, simple et profondément humaine, marquait une rupture avec les années où elle avait vécu sous le poids d'une exigence constante. Elle se libérait enfin de l'idée qu'elle devait prouver quelque chose au monde. Elle acceptait d'être aimée pour ce qu'elle était réellement, et non pour l'image qu'elle incarnait. Son mari raconte que les derniers jours, elle paraissait presque apaisée, comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Une forme de réconciliation entre la femme et l'icône, entre la force et la fragilité, entre les rires qu'elle donnait et les silences qu'elle gardait pour elle-même. Elle ne parlait plus de regrets. Elle ne parlait plus de peur. Elle parlait de gratitude, de beauté, de simplicité. Elle disait « La vie est courte, mais elle est belle quand on arrête de lui demander plus qu'elle ne peut donner. » Et dans ces mots, il percevait une forme de sagesse qu'elle n'avait jamais exprimée auparavant. Une sagesse née non pas du succès, mais de l'épreuve. Dans ces instants suspendus, elle semblait renaître autrement, non pas vers la vie telle qu'elle l'avait connue, avec son tumulte, ses attentes et ses contradictions, mais vers une vie intérieure, lumineuse, presque détachée, où chaque respiration devenait une gratitude, chaque silence une caresse. Son mari dit qu'il n'avait jamais vu ses traits si doux. Même affaiblie, même proche de l'adieu, elle irradiait une forme de vérité profonde, comme si elle s'était enfin rencontrée elle-même après tant d'années à jouer, à courir, à dissimuler. Cette renaissance, silencieuse et poignante, fut peut-être le plus beau rôle qu'elle ait jamais incarné, non pas devant un public, mais devant l'homme qui l'aimait, et devant elle-même. Et dans cette lumière nouvelle, dans cette paix fragile mais entière qu'elle semblait accueillir, se préparait sans qu'il ne le sache encore l'ultime geste de sa vie, celui qui allait sceller le sens de son parcours et révéler, après son départ, la part la plus intime de son âme. Dans le silence qui a suivi son départ, il ne restait plus que cette douceur qu'elle avait appris à accueillir, cette paix que la vie lui avait si rarement offerte. Biyuna n'a pas quitté ce monde dans le fracas, mais dans une vérité simple, celle d'une femme qui, après avoir tant donné, avait enfin trouvé le droit de se reposer. Et peut-être est-ce cela la plus belle leçon qu'elle nous laisse, accepter nos fragilités, aimer nos propres fissures, et comprendre que la lumière ne brille jamais autant que lorsqu'elle traverse nos zones d'ombre. Si son histoire vous a touché, si vous souhaitez que sa voix continue de vivre à travers nos récits, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager en commentaire ce que Biyuna représente pour vous. Chaque geste prolonge un peu plus son éclat.